Comment s'est passé notre premier mois de burn-out? Alors, c'est le sujet du jour. On se retrouve aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Pour la quatrième, c'est ça? Quatrième vidéo. Donc, on a décidé donc de partager avec vous notre expérience concernant donc le burn-out que nous avons vécu. Moi, il y a 1 an. Marie-Aline, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Même un mois et demi à peu près. Où là, c'est voilà. Où maintenant, elle met vraiment le mot sur ce qu'elle vit. Donc on vous invite vraiment à vous connecter sur les autres vidéos pour que vous puissiez prendre le fil de l'expérience que nous avons vécue. Aujourd'hui, on voulait vous partager notre premier mois donc de burn-out après tous ces symptômes successifs qui sont arrivés au fil de notre histoire, hein, et on a eu effectivement, on l'a vécu différemment toutes les deux. On voulait partager justement l'état dans lequel on a pu se retrouver au moment où là on a eu le corps qui a dit stop, la tête qui a dit stop, et c'est Marie-Aline qui va commencer à vous parler un petit peu de ces 4 premières semaines. Mais avant de démarrer, on voulait vraiment vous repréciser que ces vidéos sont faites pour vous aider à mettre des mots, à comprendre aussi peut-être la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Si aujourd'hui vous vivez mal votre activité professionnelle ou que vous vous rendez compte que vous êtes arrivé un petit peu au bout du chemin, que émotionnellement c'est compliqué, que vous vivez des situations qui sont très tendues et assez compliquées dans votre vie et que ça a un impact très important également dans votre vie personnelle, c'est le moment vraiment de nous écouter et d'échanger avec nous aussi. Donc n'hésitez pas à commenter pour qu'on ait l'occasion de pouvoir échanger davantage avec vous. Voilà Marie-Aline, à toi. Alors, comme on disait, le mois juste après le burn-out. Donc le burn-out, c'est vraiment la dernière crise, hein. C'est celui où on réalise qu'on arrête tout, qu'on ne peut plus et que notre corps nous dit c'est la fin. Voilà. Donc moi, le mois qui s'est déroulé après ma crise de tétanie, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo le lendemain matin où j'ai une tête qui fait très peur en expliquant que voilà, quand votre corps lâche, il faut partir. N'insistez pas. Voilà, ça veut dire que rentrez, reposez-vous, stop. Voilà, donc moi ce mois ça a été un mois, comment dire, une sensation de vide. C'était un peu comme si j'étais sur un nuage. Donc j'ai été suivie par la psychiatre, médecin du travail, inspection du travail, enfin tout l'ensemble. Il faut savoir que de base on est malade et on est là pour essayer de récupérer son corps. Sauf qu'il faut toujours continuer à faire ses démarches. Et donc moi j'avais une sensation d'être, comme je disais, vide, stoïque. Et je le faisais comme un robot, je faisais. J'avais plus de ressenti, c'est-à-dire je n'avais pas de culpabilité, pas de moment de panique, j'avais plus tout ça, j'étais vide, je faisais, c'est tout. Bon, ça m'épuisait, hein, parce que dès que je faisais un rendez-vous, je rentrais, je dormais, puis c'est les médicaments aussi qui sont là pour vous régénérer. Mais moi, ce mois-là, c'était plus dans l'optique, si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, ça se fait pas, je sais plus, je m'en fiche. La seule chose que je veux, c'est récupérer mon corps, parce que bon, moi, mes syndromes, c'était surtout impossibilité de m'alimenter. Donc ça devenait très compliqué, donc j'étais vraiment concentrée sur moi. Donc oui, fallait faire les papiers, les trucs, bon je faisais, voilà. Mais j'étais plus, disons que j'étais plus du tout là avec tout ça. C'était la priorité, comme je disais, c'était rien que moi et mon corps. Essayer de récupérer ma vie, pouvoir manger, boire, dormir correctement et recommencer à avoir une vie sociale. Donc c'était ma priorité. Après, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est vrai qu'on est obligé de faire toutes ces démarches qu'alors de base on n'est pas apte. Donc le système est un peu bizarre, hein. Faudra qu'on m'explique. Qu'on dit inaptitude, ça veut dire qu'on est inapte, mais ça n'a pas l'air d'être compris nulle part. Voilà. Pourtant vous avez les courriers des psychiatres et tout, mais bon. Non, vous devez être là à tel rendez-vous, tel machin. Même votre boîte, elle vous dit de venir, hein, pour des rendez-vous. Et là, vous dites non, mais je suis inapte. Voilà, donc c'est un peu bizarre. C'est vrai que, comme tu expliques, il y a l'inaptitude physique et psychologique. Et il y a l'inaptitude écrite sur le papier. Voilà, quand tu vas voir le médecin du travail qui, lui, là, te met inapte. Est-ce que toi, dans ta situation à toi, tu as eu ce papier d'inaptitude? C'est-à-dire que moi, je devais avoir ce papier d'inaptitude. Sauf que moi, j'ai eu d'autres conséquences derrière. Ma boîte n'a pas eu la patience d'attendre.
Voilà, puisqu'il y a d'autres sujets dessus dont on parlera plus tard, qu'on appelle le harcèlement. Voilà, donc moi j'étais plutôt dans cette optique de me dire, de toute façon là, j'appréciais chaque moment, c'est-à-dire que quand je me réveillais le matin, même si c'était 10h30, 11h, j'étais là, je suis bien dans mon lit, c'est bon, c'est agréable. Quand j'allais me balader, je regardais chaque petite plante, d'ailleurs je continue à le faire. Voilà, c'est prendre Qui plaisir. de base, normalement, excuse-moi de Voilà. te couper, mais le plaisir de la vie, c'est ça. Bah, c'est déjà ça. avant tout. Voilà, ce qu'on a oublié, ça. ce qu'on ne faisait plus en fait quand C'est ça. on était dans une activité effrénée, Voilà. professionnelle. Donc j'ai repris goût à la vie pendant ces 4 mois. En fin de compte, même si du côté familial, on est là en vous disant oui, mais il faut que tu fasses absolument faire marcher la médecine du travail, l'inspection du travail, tu vas perdre ton travail. Mais quand vous êtes dans cet état, vous cherchez même plus votre travail. La seule chose que vous voulez, c'est vivre. C'est vivre parce que vous vous regardez le matin, vous voyez que tout est plissé, vous avez des cernes comme ça, que vous devez mettre je ne sais combien de fond de teint pour cacher tous les fossés qu'il y a, que vous ne pouvez pas manger, vous perdez 7 kilos en même pas un mois. Parce que c'est une aventure pour s'alimenter et boire, vous vous dites non mais moi franchement c'est secondaire. C'est secondaire voilà, en fait là, d'après ce que tu exprimes, c'est que oui, l'entourage, là aussi c'est important parce que quand on doit prendre des décisions qui sont compliquées dans ces moments-là où on doit effectivement changer quelque chose dans notre vie et particulièrement professionnellement parlant, il y a quand même, on est tenu économiquement et on peut avoir effectivement l'entourage qui lui s'inquiète à juste titre, bien entendu. Et là, il faut aussi arriver à faire la part des choses. On n'a pas forcément la tête à ça. Et le fait d'entendre aussi les gens qui expriment aussi leurs inquiétudes, ça t'a perturbé toi ou pas? Alors moi, c'est un petit peu différent parce que bon, quand même, comme je disais, étant chamane et tout, j'ai des messages. Donc j'ai pas pris en compte les messages des humains, j'ai pris en compte les messages de l'univers et de mes guides. Où ils m'ont dit, tu lâches, là il faut que tu t'occupes de toi et rien que de toi. De toute façon, nous on se charge du reste. Donc moi je leur ai fait confiance, donc c'est en train de se mettre en place tranquillement et je continue, voilà. Parce que en fin de compte, la plupart de ma vie, enfin plus de la moitié de ma vie, j'ai surtout écouté les humains, et jamais écouté moi et mon intuition. Donc j'ai écouté les autres, donc j'ai fait plaisir aux autres, et en fin de compte, je me suis jamais fait plaisir. Même dans tous les travaux que j'ai fait, c'était toujours pour faire plaisir à quelqu'un. Et en fin de compte, je me suis perdue. Et ce mois de recollement avec ma personne, parce que c'est un recollement, puisque de base vous perdez votre identité, puisque votre corps c'est quand même une partie de vous. Voilà, ce recollement m'a fait comprendre que j'ai qu'une vie et que maintenant je vais écouter mon intuition. Donc oui, vous pouvez dire, donnez-moi vos conseils, je prendrai, je vais réfléchir, mais s'il me dit que c'est pas bon, je le ferai pas. Tout à fait. C'est que maintenant, voilà, j'écoute mon intuition. Ça, c'est important ce qu'elle vient de dire et merci Marie-Aline de le préciser parce que on peut avoir tendance effectivement à plus écouter l'entourage que de faire ses propres choix. Et s'il y a bien, on parlait la dernière fois aussi des bienfaits du burn-out. Et là, Marie-Aline vient d'en citer un aussi, c'est de prendre conscience effectivement de ça et de s'écouter et de faire les choses pour soi. Et oui, ça va créer des inquiétudes chez les autres. Et que voulez-vous, L'essentiel, c'est qu'on s'en sorte. L'essentiel, c'est qu'on retrouve goût à la vie. Et l'essentiel aussi, c'est que on puisse aussi rebondir. Parce que qu'on quitte une activité professionnelle ou pas, ou qu'on y revienne dans son activité professionnelle, il faut pouvoir à nouveau être solide. C'est ça. Et si on ne se reconnecte pas à soi, là, ça peut être compliqué. C'est ça. Ouais. Et juste un petit truc en plus, c'est-à-dire qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter et c'est quelque chose qu'on a énormément perdu actuellement. Et même si vous êtes différent, justement, c'est mieux d'être différent. Soyez différent des autres. Acceptez votre différence. Parce qu'on est dans une société où tout le monde est identique. Donc, si vous êtes différent au potentiel, autiste, Asperger ou je ne sais quoi, restez tel que vous êtes parce que c'est ce que l'univers a décidé que vous devez être. Exactement. Et vous vous en fichez des autres. De toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer. Donc, laissez-les continuer. Il y en aura. Et laissez-les continuer du moment que vous savez où vous en êtes. Exactement. Merci Marie-Aline en tout cas pour cette expérience. Donc, vous voyez, elle a le sourire aux lèvres. Donc, c'est que après ce mois aussi, il y a beaucoup de... Voilà, on se remet beaucoup en question. Et moi, je vais vous partager le mien. Donc, il a été différent de Marie-Aline. C'est que moi, je suis tombée de très haut d'une falaise parce qu'elle a eu des moments où elle s'est arrêtée, où elle a commencé à prendre conscience, elle a commencé à travailler sur elle.
déjà bien avant de sombrer, on dirait. Oui, avant la dernière chute. Moi, j'avais des signaux, mais ma vie professionnelle, c'était tout. Et j'ai continué à m'obstiner, en fait, à me dire que ça va s'arranger. Et au moment où je suis tombée, c'est-à-dire cette paralysie du dos que j'ai eue, le jour où je devais reprendre de mon congé de 15 jours, là, pour le coup, j'ai écouté mon mari le matin en me disant « Mais non, arrête, il faut que tu ailles chez le médecin, il faut que voilà, tu puisses maintenant prendre conscience qu'il faut t'occuper de toi et on s'en fiche du travail. » Donc, j'ai écouté le premier jour. Et puis ensuite le premier jour, voilà. Et mais en même temps, j'avais cette sensation elle parlait de vide, et moi j'avais vraiment cette sensation d'être vidée. C'est le même mot, hein, sauf qu'il n'est pas, voilà, c'est pas la même chose. C'est vraiment d'être vidée psychologiquement, d'avoir une tête un hamster qui tourne en boucle, avec toutes les obligations que j'avais, le devoir en fait d'aller au travail, de ne pas être là, etc. Et en même temps ce corps qui était vide parce que j'avais plus du tout de puissance, j'avais plus du tout d'énergie, et que il fallait que je me rende compte en fait que j'étais plus capable de quoi que ce soit. Donc je suis allée chez le médecin, et en sortant du médecin, je me suis dit là pour le coup c'est un peu c'est ce que tu disais, je m'en fiche du reste quoi. Là il faut vraiment que je me protège. Et j'avais vraiment ce mot-là en fait à la bouche, c'est il faut que je me protège. Donc j'ai effectivement utilisé, je pense, le suivi médical comme une certaine protection pour moi, pour déjà accepter d'être faible à ce moment-là, parce que c'était compliqué pour moi d'accepter de ressentir de la faiblesse en moi, et puis de me dire que j'étais plus capable de réfléchir et de prendre des décisions pour moi. Donc je me suis laissée guider. Donc moi j'ai été arrêtée un mois d'abord. Pour le coup, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit bon ok, ça va être le moment de pouvoir me poser, puis de penser à moi. Mais bon, avec ma vie de famille, j'ai 2 enfants, un conjoint. Je me suis dit en même temps, ouais, mais tu n'as pas le droit non plus de laisser tout de côté, parce que tu as ta vie de famille aussi, et il va falloir quand même que tu reprennes surface assez vite. Et ça a été peut-être mon grand tort, parce que dans ce moment-là, au contraire, il faut vraiment se concentrer sur soi. Et moi, pour le coup, j'ai aussi la pensée à ceux qui m'entouraient, et qu'il fallait que je fasse bonne figure aussi, que j'ai toujours le sourire, et pour mes enfants, je l'ai fait. Mais intérieurement, quand je vous disais vider, c'était vraiment vider. Avec une certaine tristesse, de la colère aussi. Et quand ils étaient là, j'étais effectivement en mode action, parce qu'il fallait, il faut doucher les enfants, il faut les préparer, etc. Mais vous voyez, dès qu'ils passaient la porte ou que mon mari partait au travail, avec recul, je me disais, mais mon Dieu, t'es d'une léthargie. C'était vraiment de la léthargie à rester sur le canapé, à le regard dans le vague, à pas savoir quoi faire de ma journée, à ruminer en fait toute cette souffrance que j'avais au travail. Je te couper 2 secondes, donc en fin de compte tu étais toujours dans une carapace. Oui, je suis restée. Tu t'es créé une carapace chaque fois que ta famille était là, et dès qu'ils étaient plus là, tu oui, c'est vrai que quand j'ai quitté ce travail par le burn-out, je voulais être en rejet de ce costume de manager que j'avais. Mais en même temps, j'avais un autre costume, c'était épouse, c'est maman, voilà. Et donc, on en a plusieurs en tant que femme de costume. Donc, c'est vrai que, à un moment donné, je me suis dit, non, je peux pas tout poser. Et j'ai continué à vivre une vie, même si j'étais en arrêt, qui était la mienne, c'est-à-dire emmener mes enfants à l'école, etc. Et ça a été la première semaine, la deuxième. Et puis la troisième, bon là j'ai même pour aller déposer mes enfants, c'était même plus possible. J'en avais gros sur la patate, comme si j'avais envie de dire à tout le monde, mais foutez-moi la paix, quoi, laissez-moi tranquille. J'ai envie de liberté, j'ai envie de me retrouver, j'ai envie si j'ai envie de rester dans mon canapé toute une journée, j'y resterai. Et ça a été compliqué pour moi de l'accepter, parce que quand on est quelqu'un, moi je suis une personne où j'ai toujours contrôlé. Toutes mes décisions ont été sous contrôle, ma carrière a été sous contrôle, etc. Là, le fait à un moment donné de me rendre compte que il fallait lâcher, comme tu dis, à un moment donné, si je m'en fous, il faut que je lâche. J'ai pris énormément de temps avant de lâcher. Donc j'ai eu mon suivi médical, psychiatre, psychologue du travail, médecine du travail, et tous ces professionnels n'arrêtaient pas de me dire il faut que Madame Lucas, il faut que vous lâchiez, il faut que vous vous êtes entre de bonnes mains, maintenant vous allez pouvoir vous poser, penser à vous. Mais vous savez, quand vous n'avez jamais vraiment pensé à vous pendant plus de 20 ans,
c'est compliqué de se dire à un moment donné, bah oui, bah tu vas penser à Sandrine. Donc moi, ça a été un peu vraiment je parlais de vider, c'est vrai. Et puis ça a été un moment, bah j'étais en flip en fait, de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais devenir et bah, où je vais. Tu pensais encore trop. Voilà. Ouais, j'ai été beaucoup encore dans le cérébral. Ouais, énormément. Et même si administrativement, pour le coup, moi j'ai été un petit peu dédouanée de ça parce que bah, j'ai été quand même bien encadrée au niveau bah, de tous ces professionnels de santé. Je me suis remis un peu là-dedans en me disant bah, les paperasses, bah, ils géreront. Et puis j'avais aussi cette chance peut-être dans une entreprise où les paperasses aussi c'est assez carré. Donc qui faisait que bah, je pouvais être momentanément soulagée voilà, de cette paperasse administrative là. Oui, après nous n'avons pas le même voilà. cas. Mais émotionnellement, c'est vrai que ça a été dur pour moi. J'ai ressenti vraiment de la faiblesse, de la frustration, bah, une certaine... Alors maintenant, j'utiliserai plus ce mot-là, mais ce sentiment d'échec, de se dire bah, j'ai échoué en fait. J'ai fait tout ça, mais pourquoi? Donc, premier mois très compliqué, très compliqué pour moi. Et il a duré. Hein. Et ouais, et je suis restée dans le cérébral des mois et des mois. Parce que tu as pris ça pour un échec. Et alors, en fin de compte, on essayait de te faire comprendre que c'était pas un échec, c'était qu'il fallait que tu te trouves toi, que tu te retrouves. Ouais. Voilà, et que tu t'étais perdue pendant trop d'années. Et en fin de compte, tu es en train d'apprendre actuellement à vivre une nouvelle vie. Oui, ça fait déjà 1 an maintenant, bah, moi que j'ai eu mon burn-out, mais c'est vrai, elle parlait de prendre soin de soi, de prendre conscience aujourd'hui bah, qu'on est un être à part entière, qu'on est unique et que bah, on a chacun nos qualités et qu'il faut les garder. Il faut pas. On parlait dans une précédente vidéo de moule, mais franchement, ne rentrez absolument pas dans un moule. Peu importe, comme tu dis, qu'on soit HPI, qu'on soit hypersensible, peu importe ce que vous êtes, bah, c'est une qualité, quoi. Il faut vraiment garder ça en tête. Et même si ce sont des étapes qui sont bah, bousculantes, hein, faut l'avouer, c'est ça bouscule, voilà, ça chahute, mais c'est très positif parce que de base, ça devrait pas basculer, ça devrait pas nous toucher si on avait pris la bonne voie. C'est-à-dire que tant qu'on ne trouve pas la bonne voie, on nous travaille dans tous les sens comme une machine à laver pour qu'on comprenne que là, ok, non, c'est bon, là ça y est, j'ai compris, c'est bon. Mais avant qu'on arrive à là, puisqu'on est quand même formaté hein, par la société, par nos parents, l'école et tout, donc on a oublié nos ressentis. Et d'ailleurs, vous avez un professeur qui s'appelle professeur Chung qui l'explique très bien. C'est qu'on ne marche plus avec notre âme, on ne marche plus avec notre cœur, on ne marche même plus avec notre corps. On ne marche qu'avec ce qu'on voit. Et c'est un peu le souci de notre société. Et si vous avez tous ces symptômes, toutes ces choses qui arrivent quand vous êtes en burn-out ou dans d'autres conséquences, c'est qu'on est en train de vous faire comprendre qu'il y a d'autres chemins pour vous. Parce que chaque personne a une voie ou quelque chose qui lui est destiné. Et quand ce n'est pas fait pour vous, n'insistez pas. Vous trouverez toujours autre chose à un moment donné qui sera bon pour vous. Ne prenez pas quelque chose parce qu'il faut le prendre. Parce que notre société, c'est ça. C'est faut prendre. Mais c'est pas ça, la vie. On est là pour vivre quelque chose. Donc voilà, on voulait donc vous partager ce premier mois de burn-out. Merci en tout cas d'avoir été présents pour ceux qui nous ont regardés. Et on vous dit à très bientôt, puisque du coup, on va vous concocter en tout cas la suite sur une prochaine vidéo. Voilà, ciao. Et petit détail, elle a demandé son totem, donc on va voir ce que ça donne aussi. Ah oui, effectivement, merci pour la précision. On vous dira ce que ça a été. Voilà. Allez, bye. Au revoir.